C'est sous cette fine pluie, dans une grisaille parisienne des grands jours, que nous débutons le résumé de cette belle rencontre intitulée Jean-Luc Billon face à la diaspora ivoirienne. Rencontre qui a eu lieu le samedi dernier, 21 décembre 2024, au 216 avenue Jean Jaurès, Paris 19e. À l'initiative de la représentation politique de Jean-Luc Billon en Europe, soutenue par la société civile ivoirienne et plusieurs associations, cette rencontre était placée sous le signe de la fraternité. Les Parisiens n'ont pas boudé cette rencontre. La preuve, ils sont sortis nombreux. Écoutez le ministre Jean-Luc Billon. À la destinée de la Côte d'Ivoire. Merci de faire corps avec nous. Merci de nous apporter un projet nouveau. Merci de parler à chaque Ivoirien et dans le cœur de chaque Ivoirien. Merci à vous. Merci beaucoup pour votre dévouement. Merci beaucoup pour le temps pris pour venir écouter notre cher frère. Rien que pour l'emmener, le soutenir à une candidature réelle. Et nous sommes réels. Engagement mutuel. Ensemble, continuons sur cette lancée en restant unis, déterminés et solidaires derrière Jean-Luc Billon. À la suite des allocutions et des mots de bienvenue, M. Jean-Luc Billon plante le décor avec un discours introductif qui permettra à l'assistance de mieux connaître le candidat Jean-Luc Billon. C'est un projet que j'ai mûri il y a plusieurs décennies, ce n'est pas sur un coup de tête. Je suis Jean-Louis Billon, né en 1964 à Boaké. Mes parents habitaient Dabakala et que pour ne pas naître au dispensaire de Dabakala, je suis né à Boaké qui avait un hôpital mieux fourni. Mais les parents sont nés quand même, mon père lui est né à Dabakala à la maison. Donc c'était la Côte d'Ivoire de l'époque. Mon petit frère et moi, nous sommes nés à Boaké, les autres sur Abidjan. Je ne m'attendais pas à avoir autant de monde, je pense qu'on a sous-estimé la taille de la salle. Je voudrais vraiment vous remercier de consacrer votre samedi à venir m'écouter. Je sais qu'il y en a qui sont venus de l'intérieur de la France, d'autres à l'intérieur de l'Europe. Il y en a même qui ont fait le voyage d'Abidjan pour venir écouter. Et je voudrais vous remercier pour cela. Merci pour les mots que vous avez eu à mon égard. Je ne sais pas si tout le monde pense la même chose, mais d'ici la fin de la soirée, je pense que je vous aurai convaincu. 10 ans en France, 5 ans aux États-Unis pour les études et le travail. J'ai commencé à travailler aux États-Unis. Et quand les Américains m'ont donné un visa longue durée pour rester aux États-Unis, j'étais dans une entreprise de chocolat qui recevait du cacao du monde entier, essentiellement de la Côte d'Ivoire. J'ai dû renoncer pour rentrer parce que mon père m'avait dit qu'il commençait à fatiguer au niveau des affaires et qu'il fallait qu'on rentre pour se faire les dents et puis reprendre l'entreprise familiale. C'est comme ça que je suis rentré en 1995 et depuis je n'ai pas quitté la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, le président Bédié et le président Ado. Donc pour la petite histoire, ça s'était mal terminé. Comme je dis que j'ai été élu président de la Chambre de commerce, ça s'était mal terminé pour le général Guéhi, qui était mon voisin. Et j'ai personnellement assisté à l'arrestation du lieutenant Tiaba, du capitaine Fabien Koulibaly, du personnel du général Guéhi, qui ont été arrêtés par des militaires devant chez nous et qui ont été exécutés plus tard. On m'avait même dit qu'un jour que j'aurais pu témoigner, mais ça n'est jamais arrivé. C'est pour dire qu'il y a eu quand même des exactions, des crimes de commis dans le pays, et le général Guéhi avait perdu la vie dans cette histoire. Tous ceux qui sont arrivés ont eu une promotion parce que j'avais besoin de tel ou tel groupe ethnique. Non, je regardais la compétence d'abord. J'ai voulu qu'il y ait une représentation géopolitique et en genre. Donc, j'ai attendu de pouvoir 2 postes parce que je voulais 2 femmes de 2 régions différentes et j'ai attendu qu'elles puissent se libérer de leur poste précédent. On a attendu 2-3 mois et pour leur préavis et elles sont venues trouver leur poste. Dans mon projet de société, je favoriserai la préférence nationale, le patriotisme.
fait que les Ivoiriens soient présents dans tous les pans de leur propre économie. Ce n'est pas normal. Pour les Asiatiques, on doit regarder qu'est-ce qu'on peut faire par nous-mêmes avant d'aller chercher ailleurs. Parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous ne quittez pas votre pays de gaieté de cœur. Beaucoup d'entre vous. Il y a plusieurs raisons. On dit la diaspora. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on quitte le pays. Pour nous-mêmes, la question s'est posée à un moment donné. À un moment donné, quand mon père était malade, en pleine crise, il a dit, c'est à vous de choisir. Moi, je suis sur le départ. C'est vous, c'est votre avenir. Soit vous vendez votre entreprise et vous vivez des gains de la vente et vous vous installez où vous voulez, soit vous faites le choix de rester, de vous battre pour la survie de l'entreprise. Frère, aucun cousin, aucune sœur et tout ça, avec moi, qui m'accompagne dans la politique. Parce que j'estime que les Ivoiriens vont élire un individu, n'élisent pas une famille. Et quand je dis qu'on ne quitte pas son pays de gaieté de cœur, soit on va pour trouver d'autres opportunités, trouver un emploi, déjà c'est la première des choses, mais il y a d'autres choses. On trouve ailleurs, on le quitte parce que on va trouver réponse à ses préoccupations ailleurs. Vous savez, vous le vivez ici. Vos enfants sont dans un environnement scolaire meilleur, un système d'éducation éprouvé, un système de santé, un système social. Il y a tout ça qui va ensemble. Vous pouvez rester en Côte d'Ivoire avec les moyens. Si vous avez des moyens, vous vous achetez tout ça. Mais tout coûte beaucoup plus cher. Tout coûte beaucoup plus cher, il faut le dire. Ce que l'on fait, quand moi je vivais aux États-Unis et quand je vis en Côte d'Ivoire, c'est pas pareil, hein, qu'on se le dise franchement. Quitter les États-Unis, c'était un choix. Si j'étais resté, bon, mes enfants seraient tous américains et j'aurais gravi les échelons dans l'entreprise, j'aurais été propriétaire d'une maison là-bas ou d'un appartement, et puis après on prend sa retraite tranquille. Mais on a choisi de rester se battre parce que le pays a besoin de nous, et quand on a une valeur, on doit se tourner vers le pays, mettre en œuvre pour la Côte d'Ivoire. Commencer par une réconciliation vraie, parce que nous n'avons pas eu la réconciliation nationale comme il faut. La réconciliation, faire en sorte que tous les Ivoiriens s'accordent sur le type de société que l'on veut demain. On ne peut pas faire revenir ceux qui malheureusement ont disparu. Moi j'ai perdu beaucoup de personnes pendant la crise ivoirienne. Mais on peut dédommager les personnes que l'on doit dédommager. On doit régler les questions foncières. On doit faire la politique avec plus d'humanité. Faire en sorte que ceux qui représentent, les élus qui représentent une population, soient des autochtones. Alors on dit oui, mais tu discrimines. D'accord, je discrimine. Mais est-ce normal qu'un élu à l'ouest de la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun fils de la région qui le représente à l'Assemblée nationale? Donc, il faut... c'est faire en sorte que la Côte d'Ivoire entière puisse s'exprimer, puisse parler, puisse être représentée, parler de ses préoccupations, de ses attentes. Mais si nous, on est puissants à Dabakala et que j'envoie des gens partout dans toute la Côte d'Ivoire et qui se font élire partout, la seule voie ce sera celle de Dabakala. Parce que Patrice Talon et moi, et nous, Kopsika, nous étions ensemble dans la société des huileries de Boïcon, du Bénin. Et en partant, c'est nous qui avons vendu nos parts. Donc on se connaît bien, partenaires. Le Bénin, vous y alliez 10 ans avant. Vous voyez aujourd'hui, le changement est impressionnant. Impressionnant, avec de la discipline et une vraie vision. C'est-à-dire que vous arrivez à Bouaké ou bien à Abidjan, sur les motos, personne ne porte le casque. Vous arrivez à Cotonou, ceux qui vous... La première remarque, tout le monde porte un casque. Celui qui conduit la moto et son passager. Tout le monde. Il n'y a pas de raison. Il y a de l'ordre au niveau du port. Lui a eu le courage de chasser Vincent Bolloré. Il faut arriver à favoriser
les libertés. Là où il y a le maximum de liberté, liberté de pensée, liberté de réunion, liberté d'opinion, liberté d'entreprendre, liberté politique, c'est là où vous avez le plus de performance économique. Parce que quand vous bridez ces libertés, même la liberté d'entreprendre est bridée. Et là où les entreprises se développent le plus, regardez les pays les plus développés au monde, c'est là où il y a le plus de liberté, tout simplement. Et il nous faut ces libertés-là. Il faut que l'Ivoirien se sente libre de son opinion et, comme je le dis, qu'il ne soit pas condamné, puni, parce qu'il pense autrement que le leader. Et c'est encore mieux d'avoir des opinions. Ça vous permet de corriger. Pour moi qui viens du secteur privé, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde selon vous, vous pouvez avoir le meilleur budget du monde selon vous. S'il ne se vend pas, vous êtes mort. C'est simple. Donc c'est pour ça qu'il faut écouter le consommateur. Donc, et c'est la même chose au niveau de la politique. Vous êtes venu acquérir un savoir-faire, des compétences et tout, et c'est à nous de savoir faire en sorte de vous faire revenir au pays pour ceux d'entre vous qui souhaitent rentrer. Ceux qui ne souhaitent pas rentrer, il n'y a pas de problème. C'est pas interdit, au contraire. Une grande nation a ses représentants partout dans le monde. C'est ça qui fait la force d'une grande nation. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, a une diaspora remarquable, à la fois sur le continent européen, sur le continent africain, sur le continent américain, même en Asie. Moi, je suis arrivé à l'hôtel, je trouve des Ivoiriens en Indonésie, qui étaient là, qui travaillaient. Donc, c'est assez remarquable. Et dans tous les secteurs d'activité, on trouve aujourd'hui des Ivoiriens. Et culturellement, notre musique s'exporte partout. Nos pas de danse font le tour du monde, surtout quand on est champion d'Afrique. Et notre cuisine, pareil, on a même protégé le nom Atiéké. Et c'est la Côte d'Ivoire. J'ai eu encore des ovations. Merci. Merci, monsieur le ministre. Est-ce qu'on peut chauffer cette salle un peu là? Allez! C'est là où ils sont pas là? On a Ivoirien, lui, on n'a pas Ivoirien. Chauffez la salle là! Je ne vous sens pas! Bonjour, monsieur le ministre. Ma question a deux volets, s'il vous plaît. J'aimerais d'abord vous dire merci pour le développement. Merci pour votre vision pour la Côte d'Ivoire. J'aimerais savoir une chose. Comment vous pouvez m'expliquer votre candidature, tout en sachant qu'au sein de votre parti, vous avez déjà un candidat potentiel, en l'occurrence M. Tidiane Thiam. On le dit en Afrique, l'union fait la force. Est-ce que cette division au sein de votre parti ne va pas profiter à vos adversaires? Merci. En plus, elle est chef d'entreprise en tant qu'Ivoirienne et jeune. Merci Fatou. Ta question? Bon, je suis une nouvelle chef. J'ai encore pas beaucoup d'argent. Franchement, moi, ça me tient à cœur de poser la question parce qu'on a eu à parler des jeunes. Et comme ici, il y a des jeunes, je sais comme moi, étudiants, qui sont diplômés. Personnellement, j'ai un bachelor en tant que responsable communication et un master en communication et direction artistique. Et là, je vais vous dire la vérité. Quand je venais en France, j'ai dit, moi, je fais 3 ans ici, après, je rentre chez moi. Ça fait 5 ans bientôt que je suis en France et cette idée n'a pas changé. Mais malheureusement, les conditions ne sont pas du tout réunies. Je ne fais pas de la politique. Je parle ici pour moi et pour les jeunes. Quand j'ai fini mon master, bien avant j'ai commencé à postuler, mais zéro accompagnement. Quand j'ai demandé à certaines personnes que je connaissais pour pouvoir déposer mon CV, j'ai dit, je ne demande pas à ce que vous m'offrez un emploi. Je veux faire valoir mon savoir-faire. J'ai appris, j'ai 5 ans d'expérience. Je suis venue ici par passion pour la communication. J'ai appris et je veux rentrer chez moi. Figurez-vous que après
2 ans de recherche, 0. Et je me suis retrouvée à encore m'inscrire pour faire un MBA en tant que... je vais même pas aller dans le truc, ça pour vous dire que nous, personnellement, en tant que jeunes, on veut rentrer. C'est bien. On est ici pour pouvoir prendre des informations et tout ça pour se rassurer. Mais, de grâce, pensez aux jeunes. L'avenir d'un pays, c'est vraiment nous. On ne nous accorde pas de la valeur, mais nous, on a un plus-value. On nous refuse certaines choses parce qu'on est enfant de personne. Moi, je le dis, on est enfant de personne. Et c'est un problème. Mon père, il ne touche pas à l'année ce que je touche ici en France pour payer mes études, mais il a tout fait pour que je puisse être ce que je suis aujourd'hui. Comment moi j'aide ma famille, comment j'aide mes frères à être comme moi si je ne peux pas rentrer dans mon pays et avoir ce que je veux? De grâce. Une pensée pour nous. Donc j'aimerais que ce soit plus large, s'il vous plaît. Merci Fatine. Je suis Maud Faye, la responsable de l'association Latine d'Éducation. J'ai bien aimé votre allocution et tout. Nous, on est ici, on a vraiment envie de rentrer parce que c'est pas évident ici avec nos enfants. On est venu ici, on a acquis du savoir, on a travaillé, on est fatigué, on veut rentrer. Ma question est cela. Comment, là vous avez parlé de, vous allez mettre en place des structures, mais au niveau de la sécurité, en fait c'est ça mon inquiétude. Comment vous allez procéder pour pouvoir assurer notre sécurité si nous rentrons au pays? Merci. Ok. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous faites pour les femmes qui sont dans l'informel? Est-ce que vous avez pensé à elles? C'est ma seule question. Merci, monsieur le ministre. Je suis rentrée sur le territoire, pas totalement. Hein. J'ai une question, ce serait par rapport aux femmes porteuses de projets. Hein. Parce qu'on parle d'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, mais beaucoup sont porteurs de projets et n'ont pas été jusqu'au bout pour avoir le titre d'entrepreneur. Donc je voudrais savoir quelles seront vos actions pour les accompagner. Merci. Quand on parle de déficit d'emploi, c'est essentiellement l'emploi des jeunes. Et quand je dis qu'il faut avoir des carrières politiques moins longues, qu'il faut supprimer le cumul des postes, au sein des mêmes formations, vous avez qui sont maires, ministres, députés, on fait tout ça, qui cumulent tout. Déjà, ce sont des emplois au niveau politique et au niveau administratif. Pourquoi quelqu'un serait directeur de régie et en même temps un élu local? C'est 2 postes. Donc, déjà, quand vous faites cette économie, je parle au niveau public, après, je le dis, hein, pourquoi je favorise la présidence nationale? C'est pour que le maximum de places reviennent aux nationaux. Pourquoi est-ce que je défends l'environnement des affaires? C'est faire en sorte qu'on puisse avoir plus d'entreprises et mieux d'entreprises. On peut dire ce qu'on veut. On n'a pas suffisamment d'entreprises en Côte d'Ivoire. Et tant qu'on n'aura pas suffisamment d'entreprises, on n'aura pas suffisamment d'emplois. Et l'administration ne peut pas embaucher tout le monde. Bien au contraire, l'administration, on doit à un moment donné stopper. Parce qu'il y a des ratios que l'on regarde pour dire combien il y a de population et combien il nous faut de fonctionnaires pour assurer le service public. S'il y en a trop, c'est pas bon. Plus d'opportunités. Je parlais des termes d'opportunités. Et limiter l'âge à un moment donné pour que les jeunes puissent avoir un emploi. C'est ça, notre force, c'est aussi la jeunesse de notre nation. Sinon, on ne va pas y arriver. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'opportunités. Il y a encore beaucoup de pans de notre économie qu'on n'a pas encore développé. Et c'est possible. Et c'est dans tous les secteurs d'activité. À partir du moment où on garantit la sécurité de l'ensemble des Ivoiriens, vous n'avez pas de problème. Pouvoir vous promener nuitamment la nuit. Et pour les femmes, je ferai en sorte que les femmes aient plus de droits que les hommes.
beaucoup. Il faut qu'on arrive beaucoup. Il faut le dire, les femmes auront des taux de crédit plus bas que les hommes. Tout ça, ça doit aller ensemble. Pourquoi? Parce que le nombre de femmes qui éduquent seuls les enfants en Côte d'Ivoire, c'est impressionnant. Donc, je le dis sans détour. Et c'est normal. Moi, je me suis révolté sur un barrage. Et la femme est là, elle est à Dabou. Assise par terre sur le pont parce que les policiers l'avaient arrêtée, elle ne pouvait pas payer 1000 francs. Ils ont enlevé ses bagages. Vous vous rendez compte? Et c'est là que je me suis dit, ce jour-là, les femmes auront plus de droits que les hommes. J'étais là avant, j'ai annoncé il y a très longtemps ma candidature. Et même qu'au niveau de mon parti, on partait avec le président Henri Konan-Bédié pour changer toutes les dispositions, et c'est là où il y a beaucoup de mauvaise foi, changer toutes les dispositions et dissocier la présidence du parti, le corps dirigeant du parti, des candidats. Alors il y en a qui veulent changer aujourd'hui, je dis non, restons sur le projet que l'on avait, et je reste sur ce projet-là. Trump est élu président des États-Unis, n'est pas président du Parti républicain, que je sache. Kamala Harris n'était pas présidente du Parti démocrate. Ils existent, hein. Aussi, il faut qu'on modernise la manière de faire la politique. Le candidat naturel, ça n'existe pas, ça veut dire quoi, candidat naturel? Naturel, candidat naturel, c'est vieux, ça remonte au parti unique. Le parti unique, à l'époque, il y avait un chef, et naturellement, c'est le chef que l'on représentait à chaque fois. Mais nous sommes dans la démocratie. Et moi, on m'a éduqué pour que je me batte. En partant, mon père me dit, souviens-toi de ce qu'a dit Victor Hugo, seuls ceux qui luttent survivent. Non seulement je survivrai à ça, mais je gagnerai en plus de même. Il y a peut-être d'autres questions. Bonsoir, monsieur le ministre. Je suis docteur Julien Kofi. À une réunion de cette nature en 2016, quand je me suis souvenu, j'étais à la MACA et les Américains m'ont sorti de la Côte d'Ivoire nuitamment pour que je me retrouve ici en Europe. Je suis parti avec mes fonds, j'ai créé des entreprises, j'ai fait des projets immobiliers pour des Ivoiriens. Il n'y avait pas de fonds. Les banques, on est tous d'accord qu'elles sont incapables aujourd'hui de la Côte d'Ivoire de financer des projets. Je suis venu rechercher des projets dans le monde. Résultat, le premier transfert qui a été exécuté, MACA. Aujourd'hui, vous avez parlé des choses qui sont très bien. La maison d'arrêt de correction d'Abidjan. C'est ça. Que je n'ai pas pu exécuter en Côte d'Ivoire, aujourd'hui je suis en poste en tant que directeur de projet dans la plus grosse structure d'énergie d'Europe. Mon propre fonds, les 3,5 milliards que j'ai empochés, je suis rentré en Côte d'Ivoire. Je suis sorti avec mes comptes gelés. Et puis, des gens sont morts dans l'histoire. Ça fait 2 ans, enfin 4 ans maintenant, que la procédure traîne. Le projet, l'affaire est injugeable. Je pense que vous, en tant qu'homme politique, vous allez dire, c'est une histoire de justice, je respecte les institutions du pays et que je ne pourrais peut-être pas donner mon avis là-dessus. Mais j'aimerais que nous toutes nous sachions ici en tant qu'Ivoiriens que c'est des initiatives belles que ce que vous venez de faire. La question, c'est comment on rentre. Et quand nous rentrons et qu'on a des problèmes, comment on s'en sort? Comment on gère? Comment on fait? Je remercie Eloge. J'ai posé la question. Je pense qu'il a entendu. J'ai remercié Eloge
qui a entendu parler de cette histoire de 40 milliards sur les réseaux sociaux et qui m'a appelé de mon téléphone. Il m'a dit où tu es, je viens te retrouver. Je n'ai rencontré aucune personne politique et je suis allé le rencontrer ce soir-là. Aujourd'hui, je suis tombé. Je suis venu de loin pour venir assister à cette question-là parce que quand j'ai vu le nom de la rencontre qui était la diaspora et qui n'avait pas une connotation politique, je me suis senti encore une deuxième fois chez moi. Monsieur le ministre, il y a 400 000 Ivoiriens qui sortent par année, il y a 40 000 qui rentrent dans la fonction publique, il y a 360 000 Ivoiriens qui restent dans le billard, on ne sait pas ce qu'ils font. On ne sait pas. Sur 100% des besoins actifs des entreprises de notre pays, il y a 5% qui sont des actifs des locaux. Comment on arrive à inverser cette tendance-là lorsqu'on a 5% contre 95%? Comment? Les Libanais qui rentrent en Côte d'Ivoire, leur passeport sera confisqué. Le temps qu'ils restent en Côte d'Ivoire est exactement de la même manière que nous, nos passeports sont confisqués quand on part au Liban. Et comme on ne peut pas faire de transfert pour envoyer au Maroc, quand on est au Maroc pour venir en Côte d'Ivoire, dites-nous quand vous allez être président, les Marocains ne pourront pas exécuter des transferts de la Côte d'Ivoire au Maroc. Pour bloquer le transfert, je l'ai décompté, afin que je comprenne moi-même. Mais dans tous les cas de figure, souvenez-vous que d'entrée de jeu, quand j'ai parlé de réconciliation, je vous ai dit qu'il faut que les Ivoiriens se réconcilient avec le système, avec leurs institutions, avec leur gouvernement, de sorte que vous ayez confiance en votre justice et pouvoir dire oui, je sais que si j'ai subi un tort, un dommage, j'obtiendrai réparation. Donc, dans cet état de droit de plein exercice, si vous avez subi une injustice, elle sera réparée. C'est ce que je tiens à dire, mais je vais vous rencontrer pour bien comprendre ce qui s'est passé. Le président Oufoué, au départ, il y avait la politique, le tourisme vrai, un truc authentique où on partait voir les réalités et non pas quelque chose de fabriqué. Parce qu'il était déçu de ces pays qui ne vivaient que du tourisme, où on attendait le paquebot qui arrivait et puis toute la population attend les touristes qui descendent pour pouvoir gagner un peu d'argent. Donc il a voulu faire autre chose. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit pouvoir développer un tourisme différent. Un tourisme d'affaires, un tourisme de vacances et tout ça. Et surtout qu'il y a des magnifiques sites chez nous, mais il faut véritablement organiser ce tourisme-là. Parce que ils sont autres, ça que j'ai rencontré, plein d'autres. Ou bien John Mahama dernièrement, ou bien Talon. Ce sont les gens qui les ont accompagnés. Accompagnez-moi. Il y a mille et une façons pour m'accompagner. Portez-moi, soulevez-moi, faites en sorte que j'arrive. Mais c'est vous, avec tous vos réseaux sociaux, qui devez vous organiser. Après, comme je vous ai dit, la jeunesse, quand vous regardez des pays comme la Norvège, qui ont un fonds souverain et puis un fonds pour la jeunesse, où il y a plusieurs centaines de milliards de dollars dessus, pour le futur. C'est-à-dire qu'eux-mêmes disent, pour les générations futures, on met ça de côté. Les générations arrivent, travaillent, continuent de contribuer pour la génération d'après. La Côte d'Ivoire a ces capacités-là. Il y a eu des moments où on a brassé beaucoup d'argent, c'est vrai qu'on a développé une partie du pays, mais il y a eu beaucoup de gabegie aussi, il faut qu'on se le dise. Il y a eu beaucoup d'injustice sociale. Vous posez la question, comment faire pour qu'on ait une meilleure répartition des richesses? Mais, je le dis, le leader, l'État, doit d'abord faire pour les économiquement faibles, pas pour les plus forts. Moi, je n'ai pas besoin qu'on s'occupe de moi pour avoir la CMU. Et je l'ai dit, je prends mon assurance santé en charge moi-même. Mais ça peut permettre à d'autres d'être mieux soignés, en principe. Les plus riches doivent payer pour les plus pauvres. C'est ça la solidarité. Et c'est comme ça que ça marche partout. Donc, on peut très bien avoir même des cartes d'identité gratuites au pays.
mais elles seront payées autrement parce que ceux qui voyagent, ceux qui payent les passeports, eh bien, dans le prix du passeport, il y aura le prix de 10 ou 20 ou 30 ou 50 cartes d'identité. Et c'est jouable. Bonsoir madame. Oui, bonsoir monsieur. Ok, j'aimerais vous poser une petite question qui est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui monsieur Jean-Luc Billon vous a convaincu? Moi franchement, personnellement, lui m'a convaincu. Il a parlé de la santé qui est très importante, surtout aussi les femmes. Et d'abord la priorité aux Ivoiriens qui est très importante. Franchement, il m'a convaincu.